On a repris, vous le savez, notre série de hors-série consacrée aux logiciels libres. En voici un exemple concret. Et vous le savez aussi, pour en parler, on a une équipe agrandie. Sébastien, d'une part, bien entendu, qui a initié cette série au sein des technos, et puis également Xavier, qui a voulu mettre également la main à la pâte et qui s'intéresse également au logiciel libre. Pour vous parler de tout ça, il y a vous deux, et puis moi je donne un petit peu ma petite opinion aussi. Et puis il y a vous, surtout de l'autre côté, qui écoutez ou qui regardez, et qui pouvez aussi amener vos commentaires, vous le savez, on le répète régulièrement, on peut pas vous répondre tout de suite, ou alors Xavier répond en commentaire éventuellement, ou alors on en parlera mais dans une autre série de hors-série, et là il faudra attendre un petit peu puisque on enregistre tout ça un petit peu en même temps, regroupé dans le temps, et on vous les diffuse un petit peu au goutte à goutte en quelque sorte. Allez, on commence avec on va dire un classique que tout le monde connaît. Firefox, c'est peut-être le plus connu des logiciels libres, ou je dis une bêtise? Alors, c'est certainement un des plus connus, oui, certainement. Donc, parmi le grand public, on va dire. Ouais. Donc c'est Firefox, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. C'est un explorateur internet qui est disponible sur une multitude de plateformes. Donc il est distribué par exemple en standard avec Ubuntu. Il est disponible sur Windows, Mac. On peut même l'avoir en version mobile pour Android. Et donc c'est un explorateur qui vous permet de remplacer efficacement un explorateur avec un petit E bleu qui ne donne pas toujours satisfaction et qui prend très bien en charge tout ce qui est HTML5, comme le ferait par exemple un Chrome. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose à en dire, mais c'est rapide, c'est efficace. Quoique Sébastien a certainement plein de trucs à en dire. Juste un truc, c'est que Mozilla, la fondation Mozilla, qui est à l'origine de Firefox, avait lancé également il y a quelques temps le Firefox OS, qui était abandonné tout récemment. Qui vient d'être annoncé comme étant abandonné. On en avait parlé dans le numéro 67 pour être tout à fait précis. Sébastien, voulais-tu rajouter quelque chose? Ah oui, moi j'avais plein de choses à dire sur Firefox. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un truc qui a quand même de longues années, je pense que c'était 2003-2004, et j'utilisais les toutes premières versions. Pourquoi est-ce qu'à l'époque ce truc est né? C'était sur base de la suite Mozilla. Et la suite Mozilla, c'était quoi? C'était un gros truc gigantesque qui faisait mail, surf, machin, tout le bazar. Enfin, c'était un truc qui devait installer, qui faisait 20-30 mégas à l'époque. Ouais. Tu te dis, putain, j'ai installé la moitié de mon disque dur pour aller sur Internet. Mais on était en 2004, je vous rappelle, donc il y a quand même plus de 10 ans. Et c'était une suite qui était née des cendres de Netscape. Oh, Netscape! Si quelqu'un se souvient encore de ça. Oui, c'était la barre de bateau. Voilà, c'est ça, c'était Netscape. Et donc, ils ont repris le code qui avait été libéré suite à la mort de Netscape. Et donc, ils en ont fait un truc qui était tout aussi lourd que Netscape, sauf qu'à un certain moment, t'as quelques gars, c'était Hayat, Ross et Witt et Chaniel, qui se sont dit « Ouais, mais bon, j'en ai marre d'avoir un truc immense, moi je veux juste aller sur Internet. » Et donc, ils ont extrait tout ce qu'ils voulaient pour aller sur Internet, et ils ont fait un petit truc qui était 10 fois plus rapide que Mozilla. Et à un certain moment, Mozilla a vu qu'on téléchargeait tellement plus de Firefox que sa suite Mozilla, qu'ils se sont dit bon bah ok, on va abandonner ce gros brawl qui est la suite, et on va se concentrer sur Firefox et puis après sur le client mail. Et pendant ce temps-là, pour ne pas non plus troubler tous ces gens qui avaient adhéré à la suite Mozilla, ils ont continué à développer SeaMonkey dont plus personne n'en entend parler pour le moment, mais qui est toujours ce gros truc immense qui fait un peu tout. Ouais. C'est une suite une suite d'outils de clients web quoi en gros. Oui, mais qui fait la même chose sur le web, le mail et compagnie. Tu parlais de Netscape, pour la petite parenthèse, moi j'ai toujours préféré Netscape à Internet Explorer déjà à l'époque. Je croyais que c'était plus joli, plus convivial. Enfin soit. Est-ce que dans cette fameuse suite dont tu nous parles, est-ce qu'il y avait par exemple un Thunderbird? Ça en faisait partie ou pas? Exactement. Dans la suite, je ne sais pas. En tout cas, c'était dans le même esprit. Si, Thunderbird n'en faisait pas partie, puisqu'il s'appelait Mozilla Suite. Oui. Mais effectivement, le client mail en faisait partie. Le client mail en faisait partie, et donc Thunderbird, c'est le client mail dont on parle maintenant. Exactement. Donc tout le monde connaît Outlook. Thunderbird, c'est l'équivalent libre d'Outlook. Donc on va pouvoir gérer aussi bien ses emails que les flux RSS, que son agenda, un carnet d'adresses. Dans les dernières versions, il y a également un support pour la messagerie instantanée. Et donc c'est un outil qui permet de remplacer vraiment très efficacement
Outlook. Il va peut-être être un petit peu moins efficace dans les entreprises parce que le côté collaboratif et gestion avec un serveur, et quoique, parce qu'il y a moyen de vraiment bien configurer ça, mais c'est un outil en tout cas pour les particuliers qui peut vraiment remplacer Outlook qui est gratuit. C'était un peu le Outlook Express, si vous vous souvenez d'Outlook Express, qui était la version... c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça parce que ici, il gère l'agenda, il gère les... Oui, quand même. Donc il y a vraiment beaucoup plus à en dire. Donc les points forts du système, c'est qu'il y a aussi pas mal d'extensions qui sont disponibles. Et la messagerie instantanée qui va vous permettre de gérer par exemple Facebook, Twitter, ce genre de choses. Je suis désolé, j'ai mis en route ça, Sébastien. Oui, non, c'est pas Outlook Express, quoi. Bon, ok, c'est pas Outlook. Voilà. Pour certaines raisons. C'était pour beaucoup, c'est ce que je voulais dire, et je me suis mal exprimé. Pardon, c'était pour beaucoup Thunderbird l'alternative à Outlook Express quand on ne voulait pas utiliser Outlook Express et que Outlook était peut-être un peu trop lourd. Enfin, cette notion justement de travail collaboratif n'était pas encore imposée à l'époque et que donc voilà, c'était voilà, et en plus de ça, c'était disponible et ça fonctionnait et ça fonctionne toujours, hein, je pense très très bien, quoi. Ouais, non, je l'utilise toujours et tout le monde d'ailleurs chez nous l'utilise dans la boîte, sauf un qui reste réfractaire. Je pense que c'est psychologique. Qui reste sur le fax. Voilà, au fax. Mais quand ils se sont lancés, parce qu'ils sont arrivés un petit peu plus tard que Firefox, quand ils se sont lancés, ils ont fait 500 000 téléchargements en 3 jours et 1 million en 10 jours. Donc je sais pas si t'imagines le succès qu'ils ont eu à l'époque. C'était juste incroyable. Ils ont toujours un énorme succès dans les clients mail et ça reste vraiment pour moi un des meilleurs et à tel point que d'autres clients, il y avait Eudora à l'époque qui a aussi disparu pour être remplacé par Thunderbird moyennant pendant un certain temps d'adaptation un Thunderbird avec un logo Eudora, etc. Même Eudora a été complètement tué maintenant. C'est plus que Thunderbird. Donc voilà, un client mail de plus, je serais tenté de dire, si vous en avez l'usage, ça fonctionne, c'est fonctionnel et c'est convivial et ça a été prouvé. Le filtre anti-spam est assez efficace. Parce qu'il y a un filtre anti-spam qui est fourni. C'est important de le signaler également, effectivement. Allez, on passe à la suite avec PrestaShop. Qui compose cause lui. Alors, PrestaShop, c'est un outil libre de nouveau qui va vous permettre de créer votre boutique en ligne de manière assez simple. Donc, c'est un outil qui est très connu. Il est en Europe, principalement francophone. Il se retrouve sur 50% des sites d'e-commerce. Et c'est une suite qui est complète puisqu'elle va vous permettre aussi bien de gérer votre boutique en ligne que de créer un site qui est lié à ça. Donc, ça pourrait être votre unique site si vous êtes une boutique qui donc un CMS unique en quelque sorte. Voilà, un CMS unique avec des fonctionnalités qui vont évidemment vous permettre de vendre vos articles, de faire des ristournes valables sur une période, via un code. On va pouvoir gérer les paiements en ligne parce qu'il y a pas mal de plugins qui vous permettent de manière payante ou non de faire du paiement en ligne. On a un suivi des articles. Il y a vraiment un outil de gestion de suivi aussi qui est vraiment très efficace. Gestion des stocks, des choses comme ça. C'est très facile à mettre en place parce que le système arrive préinstallé et en gros il va falloir encore mettre vos articles en ligne, mettre les prix, gérer les adresses, les données de facturation, etc., les plugins de paiement, mais sinon vous avez un outil qui est pratiquement clé en main. Et donc tout ce qui est, on parle souvent de ces licences de sécurité pour les paiements, etc. Ça vient en plus évidemment. Alors ça se fait via des plugins et donc vous avez des modules qui sont gratuits, comme par exemple des systèmes comme le paiement via PayPal, des Bitcoin ou ce genre de choses. Mais si vous voulez lier ça à un outil style Ogone, il y en a d'autres, Stripe, donc des modules de paiement en ligne pour que les gens puissent payer via une carte bancaire réellement. Souvent l'intégration est gratuite, mais ces sociétés se font payer via un pourcentage sur la vente qui a été réalisée. Est-ce que je pose une question, parce que je connais de nom PrestaShop, mais je voulais quand même poser une question. Est-ce qu'il faut des connaissances particulières en informatique pour l'installer, ou est-ce qu'on peut, si on frappe, c'est normal, c'est parce que j'ai un chantier au-dessus de la tête, et c'était pas prévu, mais le monsieur a retrouvé son instrument de... Voilà, exactement. Est-ce que c'est aussi facilement installable qu'un WordPress, par exemple, pour je vais pas dire le commun des mortels, mais en tout cas celui qui s'en sort un petit peu, qui a pas de main gauche en informatique, mais qui en même temps
voilà. Alors, Sans c'est plus. techniquement, si on sait installer un WordPress ou un Joomla, on va pouvoir installer un système comme ça. Mais c'est quand même, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités à configurer et qu'on ne peut pas que le système ne peut pas savoir sur quel régime TVA vous allez travailler. C'est ça, voilà, Et il y a tous des petits plugins qui sont complémentaentaires. Et donc, voilà, ça prend un petit peu de temps pour s'y habituer, mais il n'y a rien d'insurmontable, vraiment. Ouais. Mais c'est quand même peut-être préférable de trouver quelqu'un qui en est un petit peu le spécialiste, peut-être pour justement... Si on a le temps, c'est pas indispensable. Si on est pressé, effectivement, il vaut mieux passer par quelqu'un qui l'a déjà fait. Ok, Seb. Oui, justement, à propos d'hébergement, PrestaShop, c'est une société, alors Cocorico, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent de ce côté-là de l'Europe. Bonjour la France, PrestaShop est français. C'est des étudiants d'Epitech qui ont créé ça en 2005 et ils ont tout de suite commencé à faire ça en logiciel libre. Ça s'appelait PHP Open Store à l'époque, ça a changé pour un nom un peu plus commercial. Et le nom est d'ailleurs bien meilleur que celui de l'époque. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est une société qui est commerciale toujours, donc elle édite son logiciel libre, mais si tu ne veux pas l'installer parce que tu n'en as pas les capacités ou que tu n'en as pas le temps ou que tu n'en as pas envie parce que ça a toute une série de contraintes, eh bien eux offrent un service d'hébergement qui lui évidemment est commercial parce qu'ils doivent bien manger sur quelque chose et ça fonctionne souvent comme ça. Et en même temps, ils ont d'autres plugins qui sont accessibles quand tu payes une petite licence chez eux. Oui. Alors si tu ne veux pas passer par chez eux, il y a d'autres prestataires en France, comme OVH, pour ne citer que celui-là, qui, avec 2 ou 3 clics, te permettent d'installer PrestaShop sur ton hébergement sans te casser trop la tête. D'accord. C'est un peu le même principe que WordPress, en fait. C'est ça, ils le font aussi. Dans le même esprit, quoi. On avait parlé il n'y a pas longtemps d'un Synology, mais ceux qui ont un Synology peuvent aussi installer PrestaShop sur leur Synology. D'accord, ok. Une solution complète, donc, si vous voulez faire votre business sur Internet, c'est une bonne idée. C'est une idée à moindre coût, on va dire. Oui, comme quoi il ne faut pas toujours payer des milliers de cents pour dizaines de milliers d'euros pour avoir un site qui tient la route. Et pour avoir pignon sur rue, comme on dit. La suite, ça se passe en musique. C'est Sébastien qui nous a ramené ça, même si Sébastien lui-même nous l'avouait, il n'est pas très musicien, mais ça l'a séduit, ce LMMS. Oui, LMMS pour Linux Multimedia Studio. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est sexy. Alors même si c'est écrit Linux, ça fonctionne sous Windows aussi, il faut pas pleurer. D'accord. Et même sur macOS. Donc voilà, on est bon. Et alors oui, ça m'a séduit. Pourquoi ? Parce que l'interface, je trouve ça joli. Moi, j'y comprends toujours que dalle. Mais d'avoir tous ces petits boutons pour pouvoir faire plein de sons, les séquenceurs, des machins, tout bazar, je trouve ça génial. Alors après, est-ce qu'effectivement, il y a moyen d'en faire quelque chose de correct ? Là, je laisserai les professionnels le dire si oui ou non. Mais c'est donc un séquenceur, synthétiseur et composeur. Et c'est un petit peu au libre ce qu'est le FL Studio, Cubase ou Logic Pro. Quoi. Son ancien nom, Fruity Loops. C'est ça, oui. Ça parle certainement plus d'ailleurs à tout le monde. Oui, donc Fruity Loops, Cubase, je connaissais. Ouais. Cubase, c'est un des plus anciens aussi, il faut le remarquer. Mais ici, en plus, comme c'est vraiment pour la création musicale, ça se rapproche un peu aussi dans l'esprit de Reason, qui permet de se construire des racks de processeurs, de synthétiseurs et de traitement de son, etc. Et donc, voilà, c'est la boîte à outils, quoi. C'est pas ça qui va faire de vous un bon musicien, c'est ce qu'un bon musicien va pouvoir utiliser et on va sans doute en tirer le meilleur avec quelques notions d'ordre technique, bien entendu. La philosophie reste toujours la même, des pistes multiples, du MIDI, des pilotes. Voilà. C'est des logiciels qui sont pas à la portée de tout le monde, il faut quand même s'y connaître un petit peu. Mais le home studiste averti s'en sort très bien avec ça. C'est très clair, parce que voilà, ça répond comme beaucoup d'applications de ce genre-là, on ne réinvente pas la roue, ça reste des choses relativement courantes dans son usage. Après, c'est question de facilité, d'installation, est-ce qu'il faut beaucoup de processeurs ou pas. En général, c'est pas super gourmand, ce genre de choses. Évidemment, plus on rajoute des pistes, plus on rajoute des instruments, si vous préférez, à votre composition, plus il faudra de puissance processeur, mais c'est quand même pas non plus si extraordinaire que ça, et voilà. Donc, pour le musicien averti, ou le technicien, l'ingénieur du son qui a envie d'un petit peu s'amuser ou expérimenter des choses, ça peut être, me semble-t-il, moi je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais ça peut être une solution intéressante.
Je vois que Sébastien, lui, il reste pantois devant la petite vidéo qu'on est en train de montrer. Oui, parce que voilà, il faut admettre, la musique, je trouve ça génial, mais je sais juste faire do, ré, mi, fa, sol et puis c'est tout. Donc c'est le genre de choses. On aurait pu inviter Marc, notre camarade d'informaticien.be, parce que lui, il touche sa bille aussi là, dans ce genre de domaine. Mais voilà, c'est un outil parmi d'autres qu'on vous propose parce que ça existe aussi en logiciel libre. Et donc autant en parler ici, puisque c'est le but de ces séquences, hein, c'est de vous parler de logiciels libres. Et celui-ci est sans doute un des plus connus. C'est marrant qu'ils aient changé de nom parce que le nom original était plus sexy, je trouve. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ils ont intégré le nom studio dedans. Voilà, tout simplement. Oui, ils se sont pris un procès. Ou peut-être, c'est possible. Allez, on termine ce hors-série consacré au logiciel libre avec PPSSPP. Qu'est-ce que ça peut PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portability. Je suis sûr qu'il l'a pas appris par cœur. Yes, non, c'est certain. Et c'est quoi donc? Alors, c'est un émulateur de PSP, donc la PlayStation Portable, mais prévu pour fonctionner sur plusieurs environnements. Alors pourquoi? Parce que bon, il y en a d'autres, hein, des émulateurs de PSP, mais celui-ci fonctionne sur Windows, sur OS X, sur Linux, sur iOS, sur Android, sur BlackBerry, sur Symbian. Donc ça fonctionne partout. Les mecs, ils se sont éclatés pour faire un émulateur qui allait fonctionner sur toutes les plateformes, avec lequel vous allez pouvoir jouer sur plein de jeux. Alors, PlayStation Portable, c'est pas non plus une console qui est encore très très vieille, mais c'était une console qui était à une puissance modeste vu qu'elle était portable. C'était pas une PlayStation 3 ou une Xbox 360, donc avec les machines d'aujourd'hui, il y a moyen d'émuler assez facilement en performance, du moins ce que faisait cette console. Alors, on n'est pas à une fonctionnalité 100% par rapport à la console, mais il faut savoir qu'il y a quand même plus de 900 jeux qui sont compatibles avec ça, qu'il y a d'autres émulateurs, et je me demande si c'est pas celui-là qui ont été utilisés par des grandes marques comme Sony en l'occurrence, pour pouvoir faire fonctionner ces jeux sur tablette Android. Je pense pas que c'était celui-ci, ça je vais pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, celui-ci c'est pas un émulateur qui est avec lequel vous allez être totalement frustré de ne pas pouvoir jouer. Il y a énormément de jeux, ils sont fonctionnels, il y a moyen d'y mettre des manettes et compagnie, donc on est bon sur une vraie console portable, sur votre téléphone, hein, tout bêtement. Ça a l'air déjà assez bien abouti, hein, effectivement. Ouais, non, c'est de l'émulateur de qualité. Chouette. Donc il y a de quoi, on l'a bien compris et on l'a souvent dit, il y a de quoi s'amuser en logiciel libre, il y a de quoi travailler aussi tout à fait sérieusement. Tout ça finalement à moindre coût, mais en tout cas dans une certaine philosophie aussi. Hein, ça fait partie des règles du jeu. Comme toujours, ouais. le mot de la fin, on va le donner à Sébastien. Hein, tu te moques, non, mais j'avais pas. Je sais que la dernière fois qu'on a parlé émulateur, tu m'avais posé une question sur le fait d'avoir ou non les jeux pour pouvoir y jouer. Ouais. Il faut savoir que sur certaines consoles, dont celle-ci en l'occurrence, je mettrai presque ma main coupée, il existe des jeux qui sont développés par des studios indépendants ou des développeurs indépendants, oui. que tu peux les télécharger pour pouvoir jouer gratuitement. Mais qui sont pas connus du coup, enfin qui sont pas connus. Voilà. Ouais, c'est pas un FIFA machin. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il faut quand même aussi. C'est du homebrew. Voilà. Et donc la dernière fois qu'on avait parlé de logiciels libres et d'émulateurs, c'était au dernier épisode. On avait parlé de RPC S3. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, pour cette fois-ci, c'est un petit peu de tout. Hein. C'est un petit peu une espèce d'assiette anglaise de logiciels libres qu'on vous propose régulièrement avec Xavier, avec Sébastien. On va se retrouver très prochainement pour encore en parler. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. On y répondra bien entendu, soit par écrit, soit dans plus longtemps, dans des petites vidéos que vous proposent des technos. Passez de très bons moments. À bientôt. Au revoir.